Tout a commencé comme un mariage ordinaire en province, petit budget, longue journée, soirée calme. On n'était pas riche, mais on s'en sortait. Du moins, c'est ce que je croyais. La vie a une façon de vous mettre à l'épreuve quand vous vous y attendez le moins. Un accident a tout changé. J'étais en fauteuil roulant, incapable de travailler. Mais ce n'était pas la fin. Ma femme m'a trompé et puis elle est partie. Rideau. On dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me suis sorti de ce chaos et je ne me suis pas contenté de m'en sortir, j'ai rebondi en grand. Et croyez-moi, quand mon ex-femme m'a revu, 4 ans après le divorce, elle a regretté plus que tout au monde. Elle m'a supplié pour une seconde chance. Mais j'ai prononcé les mots qui l'ont fait taire pour toujours. Et la vie ? Elle lui a offert des cadeaux qu'on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi. Voici l'histoire de ma renaissance de mes cendres tandis que mon ex récoltait les fruits de chaque choix perfide qu'elle avait fait. Commençons par le début. J'avais 36 ans, elle en avait 27. On vivait ensemble, mariés, dans un petit appartement de 2 pièces à Laval depuis 5 ans. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez nous. La moquette était usée, le frigo faisait un bruit bizarre toutes les 20 minutes, comme s'il avait une indigestion. On avait des meubles récupérés chez ma tante et un canapé qui s'affaissait plus qu'il ne soutenait. Mais j'en étais fier. Je travaillais de longues journées, parfois 10 à 12 heures dans une usine de plasturgie près de l'autoroute. Je m'occupais d'une machine de moulage par injection. Travail chaud, gras, bruyant comme l'enfer, avec une odeur de caoutchouc brûlé et de crayon fondu. Mais c'était stable. Ça payait assez pour garder les lumières allumées, de la nourriture dans le frigo, et parfois commander une pizza le vendredi soir. Pas une mauvaise vie, si vous voulez mon avis. Camille ne travaillait pas. Elle disait qu'elle était « entre deux passions ». C'était son expression. Elle avait essayé plusieurs choses, tutoriels de maquillage sur YouTube, toilettage canin dans le salon, un petit projet de photographie qui a duré environ 1 mois. Mais rien ne tenait. Elle se lassait vite ou blâmait quelqu'un d'autre quand ça ne marchait pas. Pourtant, je ne me plaignais pas trop. Je me disais que si je travaillais, elle pouvait s'occuper de la maison. Elle cuisinait parfois, nettoyait de temps en temps. Le linge était fait, éventuellement. La plupart des jours, je rentrais épuisé, je prenais un soda frais, je m'asseyais sur le balcon quelques minutes, et j'essayais de ne pas penser à la douleur dans mon dos ou au bruit dans ma tête après 12 heures de machine. Camille était généralement à l'intérieur, à regarder des séries ou à scroller sur son téléphone. Parfois, elle marmonnait un bonjour quand j'entrais. D'autres fois, rien. On n'était pas vraiment tendres l'un envers l'autre. Après la première année de mariage, elle a arrêté de me tenir la main en marchant. Elle ne disait plus bonne nuit certains soirs. Mais encore une fois je me disais qu'on était juste fatigué, juste occupé. C'est comme ça dans les relations à long terme, non ? Son humeur changeait comme le temps en Bretagne, ensoleillé une minute, orageux la suivante. Il y avait des jours où elle faisait des crêpes et riait devant des vieilles sitcoms avec moi. D'autres jours, elle me regardait comme si j'étais un étranger entré par erreur chez elle, hésitant à appeler les flics. Elle avait une façon de détourner les mots aussi. Si je demandais pourquoi le chèque du loyer n'avait pas été envoyé, elle me faisait passer pour un accusateur. Elle m'a même dit une fois que j'étais abusif émotionnellement, parce que je lui avais demandé de ne pas me crier dessus en public. Je me souviens être resté sur le parking de Carrefour, un sac d'orange à la main, à me demander ce qui venait de se passer. Mais je restais. Je suppose que je croyais qu'être un homme, c'était tenir bon. Subvenir aux besoins. Être patient. J'ai grandi en voyant ma mère s'occuper de mon père après qu'il s'était blessé au dos. Elle n'est jamais partie. Elle ne s'est jamais plainte non plus. Alors je me disais que je pouvais faire pareil. Je ne l'avais pas épousée pour abandonner quand ça devenait dur. Je pensais qu'avec le temps, elle se trouverait. Qu'elle découvrirait cette passion qu'elle cherchait. Peut-être que le stress s'effacerait, et qu'on s'installerait dans quelque chose de chaleureux et stable. Cet espoir me faisait avancer. On n'était pas riches, loin de là. Notre idée d'une soirée chic, c'était un burger au drive et un film loué sur une plateforme. Les vacances, c'était des escapades d'une journée à Saint-Malo ou pêcher dans la cabane de son oncle. Mais on avait nos routines. Le mardi, c'était soirée tacos. Le dimanche, je regardais le PSG, et elle regardait à moitié en jouant sur son téléphone. Il y avait du réconfort là-dedans, même si ce n'était pas excitant.
Je n'avais pas besoin de grands gestes. Je voulais juste la paix. Et quelqu'un qui me soutenait. Mais je réalise maintenant, en y repensant, que Camille n'était jamais vraiment là-dedans. Elle aimait l'idée d'être mariée, d'être prise en charge, mais elle ne voulait pas du poids qui venait avec. Elle ne voulait pas être une partenaire, elle voulait un piédestal. Et dès que les choses ne correspondaient pas à son image, elle me le reprochait. Je me levais à 4h30 tous les matins, les muscles douloureux, la tête lourde, et je la regardais dormir comme si le monde lui devait du repos. J'enfilais mes chaussures à embout d'acier, prenais mon thermos, et sortais en sachant que les 12 heures suivantes allaient m'épuiser. Mais je le faisais. Pour nous. Il s'avère que j'étais le seul à faire quelque chose pour nous. Et à l'époque, je ne réalisais même pas que tout commençait déjà à s'effondrer. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que je prenais toujours des restes de pain de viande le mardi, et j'avais hâte de déjeuner. Je n'ai jamais pu le manger. On manquait de personnel à l'usine depuis des semaines, alors on m'a demandé de travailler sur un échafaudage pour aider à la maintenance au-dessus de la ligne principale. Je l'avais déjà fait, rien d'extraordinaire. Je n'avais pas peur du vide, mais je n'aimais pas être loin du sol. Quelque chose dans l'absence de béton sous mes chaussures me rendait nerveux. Mais je n'ai pas dit non. Les heures supplémentaires, ça voulait dire plus d'argent, et on en avait besoin. J'étais là-haut avec un gars nommé Laurent, à serrer des boulons sur un tuyau de soutien, quand j'ai entendu un craquement. Pas fort, pas comme dans les films. Juste un claquement sec, comme une brindille qui se casse dans la main. Puis j'ai senti toute la structure bouger sous moi. Je ne me souviens pas vraiment de la chute. C'était un de ces moments instantanés, avant qu'on comprenne ce qui se passe. Une seconde, je tendais la main pour une clé, et la suivante, j'étais au sol, avec des gens qui criaient et tout devenait flou. Mes jambes étaient tordues bizarrement. Je n'ai pas ressenti de douleur au début, juste une chaleur, comme si on avait versé de l'eau bouillante de ma taille vers le bas. L'ambulance a mis 10 minutes à arriver. Les 10 minutes les plus longues de ma vie. J'essayais de me redresser, mais quelqu'un, peut-être Laurent, me maintenait au sol, me disant de ne pas bouger. Mes jambes étaient gravement touchées. Plus tard, on m'a dit que j'avais fracturé les 2 fémurs, écrasé la rotule gauche, et que j'avais des lésions nerveuses dans les 2 cuisses. On m'a posé des tiges métalliques dans les jambes avant même que je me réveille à l'hôpital. Les premiers jours étaient flous. J'entrais et sortais du bloc opératoire, bourré de médicaments qui me donnaient l'impression de flotter au-dessus du lit. Camille est arrivée le 2e jour. Elle semblait plus agacée qu'inquiète. Elle a dit que l'hôpital sentait mauvais. Elle restait assise dans un coin, sur son téléphone la plupart du temps. Elle me touchait à peine, ne posait pas beaucoup de questions aux infirmières. Juste assise là, les bras croisés, comme si c'était une corvée. Quand les médecins m'ont enfin parlé franchement, ils n'ont pas tourné autour du pot, je risquais de ne plus jamais marcher. Peut-être qu'avec assez de rééducation, je pourrais me tenir debout ou claudiquer avec un déambulateur, mais beaucoup de gens dans mon état ne retrouvaient pas une mobilité complète. Au mieux, je serais en fauteuil roulant pendant 1 an, peut-être plus. Au pire, ce serait permanent. J'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Quand je suis rentré chez nous, tout était différent. Aller de la porte d'entrée à la cuisine était toute une opération. Camille aidait au début. Elle préparait des repas simples, souvent surgelés ou passés au micro-ondes. Elle allait chercher mes ordonnances à la pharmacie. Mais elle se plaignait beaucoup. Du poids du fauteuil roulant, de l'odeur de médicaments dans la maison, du fait que je n'étais plus fort comme avant. Les factures médicales ont vite commencé à arriver. L'assurance couvrait les opérations, mais la kinésithérapie? Le matériel? Les visites de suivi? Non. La plupart sortaient de notre poche. Je ne travaillais plus, et l'indemnité d'invalidité temporaire suffisait à peine pour le loyer et l'électricité. On a commencé à vendre des choses. La première à partir a été la télévision, un autre bel écran plat de 50 pouces acheté pendant les soldes du Black Friday. Puis la cuisinière, qu'on a remplacée par une plaque chauffante. Je voyais le salon se vider semaine après semaine. Le fauteuil inclinable est parti ensuite, puis la petite bibliothèque, et finalement, la table basse. Les boutiques de prêt sur gage et Le Bon Coin sont devenus des mots réguliers dans nos conversations. On gardait l'essentiel, mais à peine. L'ordinateur portable est resté mon vieux Dell, celui que j'utilisais pour regarder les matchs et vérifier mes emails. C'était un peu une épave, il manquait 2 touches, et la batterie ne tenait pas longtemps,
mais il fonctionnait quand il était branché. Camille l'utilisait plus que moi, surtout pour regarder des séries dramatiques ou scroller sur des groupes Facebook où elle ne postait jamais. Elle est devenue très regardante sur la nourriture. Avant, on avait un garde-manger correct, mais après un moment, je me suis retrouvé à manger du porridge, des nouilles instantanées, et ce qu'il restait de conserve. Elle achetait des produits en gros haricots secs, riz nature, boîtes de thon. Elle disait que c'était économique. Camille n'était plus beaucoup là non plus. Elle sortait, disant qu'elle faisait des courses ou cherchait des petits boulots. Parfois, elle disait aider sa cousine à déménager. Je ne posais pas trop de questions. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais même pas sortir seule par la porte d'entrée. Chaque fois que je demandais où elle allait, elle répondait sèchement, genre, pourquoi? Tu vas me suivre, en levant les yeux au ciel. Je me sentais inutile. Je ne pouvais m'empêcher de penser que je nous tirais tous les deux vers le bas. Comme si j'étais devenu une encre attachée à sa cheville. Je voulais aller mieux. Vraiment. Je faisais mes étirements, j'essayais de manger correctement, je lisais des articles en ligne sur les routines de kinésithérapie. Mais les progrès étaient lents. Mes jambes semblaient des sacs de sable, et mes bras me faisaient mal à force de me déplacer en fauteuil. Un soir, je lui ai demandé si elle pouvait juste s'asseoir avec moi un moment à regarder quelque chose ensemble, peut-être parler. Elle a soupiré si fort que ça a résonné, s'est affalée à côté de moi, a fixé son téléphone et a dit « On passe déjà toute la journée ensemble. Qu'est-ce que tu veux de plus ?» J'ai juste hoché la tête. À quoi bon discuter? Je ne la reconnaissais plus. J'ai commencé à tenir un carnet à côté de moi. Des trucs idiots au début, les médicaments que je prenais, combien d'eau je buvais, quels exercices j'essayais. Mais ensuite, j'ai noté quand elle partait, quand elle rentrait, ce qu'elle disait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je cherchais un schéma, ou peut-être que c'était juste pour m'occuper. Mais ça me donnait un peu plus de contrôle. Les jours s'éternisaient. Je restais près de la fenêtre, à regarder les gens promener leurs chiens, faire leur jogging, porter leurs courses. Des choses normales. Des choses que je faisais sans y penser avant. J'appuyais ma main sur ma cuisse, essayant de la faire bouger. Rien. Juste un poids mort. Camille disparaissait pour des périodes de plus en plus longues. Au début, c'était 1 heure. Puis 2. Puis presque toute la soirée. Elle avait toujours une excuse, quelqu'un avait besoin d'aide, une amie était en crise, elle cherchait des pistes de boulot. Je voulais la croire. Mais quelque chose clochait. Et à travers tout ça, je restais silencieux. Parce qu'au fond, je pensais encore que c'était juste une passe difficile. Un test. Quelque chose dont on sortirait plus fort. Je ne réalisais pas à l'époque, mais je m'accrochais à une version de Camille qui n'existait plus depuis longtemps. Et pendant que je luttais pour guérir, pour retrouver qui j'étais, elle était déjà partie. Tout a commencé avec un sac de courses. J'étais sur le canapé, l'endroit où je passais presque tout mon temps, à feuilleter des articles sportifs sur le vieil ordinateur portable quand Camille a franchi la porte d'entrée. Ses bras étaient pleins des sacs en papier qui crissaient, quelque chose qui cliquetait à l'intérieur, et l'odeur de vraie nourriture m'a frappé avant même que je lève les yeux. De la viande. Du fromage. Une boîte de céréales de marque, pas les trucs génériques qu'on achetait. Quelques boîtes de soupe, et même une petite bouteille de crème à café correcte. Pas en poudre. Le genre qu'on n'avait pas eu depuis que tout s'était écroulé. Elle a posé les sacs sur le comptoir comme si de rien n'était et a dit « J'ai trouvé du boulot ». Comme ça. J'ai cligné des yeux. Un boulot? Ouais, a-t-elle dit en sortant un paquet de viande hachée. Service de nuit. Mi-temps. Payé en liquide. Je suis resté là, la bouche probablement ouverte comme un idiot. Pendant des semaines, on vendait des meubles et on discutait de quelle facture pouvait attendre le mois suivant. Et là, elle déballait des courses comme si on était revenu à des jours meilleurs. Quel genre de boulot, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Nettoyage. Et parfois service. C'est un peu mixte. Petit endroit. En centre-ville. C'est tout ce qu'elle a dit. Pas de nom d'entreprise. Pas d'uniforme. Pas de détails. Mais je n'ai pas insisté. À ce moment-là, j'étais trop soulagé. Je l'ai remerciée, je lui ai même dit que j'étais fier d'elle. Elle n'a pas répondu.
cette nuit-là fut la première de nombreuses autres. Elle s'est habillée en jean et au noir et est partie vers 18h30. Elle a dit qu'elle rentrerait, tard, peut-être vers 2 ou 3 heures du matin. Je suis resté éveillé jusqu'à minuit, à regarder de vieilles rediffusions et à jouer au solitaire sur l'ordinateur, mais mes paupières sont devenues lourdes, et je me suis endormi dans mon fauteuil. Elle est rentrée juste avant le lever du soleil. Je le sais parce que le bruit de ses clés m'a réveillé. Elle essayait d'être discrète, mais notre porte grinçait toujours, peu importe comment on tournait la poignée. J'ai regardé et je l'ai vue retirer ses chaussures. Ses cheveux étaient un peu en désordre, et elle se déplaçait comme si elle marchait dans de la mélasse lente, lourde, comme si tous ses os lui faisaient mal. « Salut », ai-je dit, la voix encore à moitié endormie. Elle a sursauté légèrement, ne s'attendant pas à ce que je sois réveillé. « Je ne voulais pas te réveiller », a-t-elle marmonné, évitant mon regard en allant à la salle de bain. Elle sentait différemment. Pas mauvais, juste différent. Quelque chose comme un parfum bon marché, avec une touche de vodka ou peut-être une boisson fruitée. J'ai pensé qu'elle avait peut-être pris un verre après son service, rien d'illégal là-dedans, mais ça m'est resté en tête. Le lendemain matin, Système, je lui ai demandé où elle allait. Nettoyage, a-t-elle répondu. Et parfois du service. Ça dépend des soirs. Ils me font aussi aider à l'arrière. C'est flexible. Puis elle a sorti une liasse de billets de son sac et a posé quelques billets de 20 € sur la table. Pour les courses ou autres, a-t-elle dit, avant de partir dans la chambre. Je regardais les billets. C'était plus d'argent qu'on en avait eu à la maison depuis des semaines. J'aurais dû être reconnaissant. Et je l'étais. Mais je ressentais aussi autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas nommer tout de suite. Comme un fil lâche qu'on tire, et si on tire trop fort, tout risque de s'effilocher. À partir de ce moment, Camille était absente presque toutes les nuits. Au début, je ne posais pas de questions. Je me disais qu'elle prenait enfin ses responsabilités, qu'elle essayait de nous soutenir, et qu'elle avait le droit d'être fatiguée. Mais ensuite, ces histoires ont commencé à devenir bizarres. Une nuit, elle est rentrée avec des chaussures différentes. J'ai demandé pourquoi, et elle a dit qu'elle avait renversé quelque chose sur les siennes et avait emprunté une paire à une collègue. Une autre nuit, elle m'a dit qu'elle travaillait dans un bar. Rien d'important, a-t-elle dit. Juste essuyer les tables et réapprovisionner les serviettes. Plus tard dans la semaine, elle a dit qu'elle faisait du service pour des mariages. Puis c'était un centre d'appel avec des horaires de nuit. Une fois, elle a même dit qu'elle aidait une amie à organiser un événement. Ça ne collait pas. Ni les horaires. Ni l'argent. Ni la façon dont elle devenait agressive si je posais plus d'une ou deux questions. « Tu penses que je mens ou quoi ?» a-t-elle lancé un soir en enfilant son manteau. « Non », ai-je répondu, essayant de rester calme. « Je veux juste savoir que tu vas bien. C'est tout. »« Je peux me débrouiller seule », a-t-elle rétorqué, avant de claquer la porte en sortant. Ce qui me perturbait le plus, c'était à quel point tout semblait aller bien en surface. Elle rapportait assez d'argent pour de la vraie nourriture à nouveau. On pouvait payer tous mes médicaments sans sauter de dose. Et pourtant, je me sentais plus seul que jamais. Quand elle était à la maison, elle était distante. Réponse courte. Toujours sur son téléphone. Elle ne s'asseyait plus avec moi pour les repas. Elle ne parlait que si elle y était obligée. Si je lui demandais comment elle allait, elle disait « bien » et quittait la pièce. Je commençais à me demander si j'avais fait quelque chose de mal. Si mon accident m'avait transformé en quelque chose qu'elle devait traîner derrière elle. Le changement en elle n'était pas seulement dans son comportement. C'était dans ses yeux. Ils ne s'adoucissaient plus quand elle me regardait. Ils étaient froids, calculateurs, comme si elle était toujours ailleurs. Je lui proposais de regarder un film ou de s'asseoir sur le balcon comme avant. Elle haussait les épaules et disait « peut-être demain », avant de repartir pour un autre service. Et le plus étrange, c'est qu'elle était toujours apprêtée. Même tard le soir. Elle se maquillait avant de sortir. Mettait du parfum. Se coiffait. Rien de tout ça ne faisait partie de sa routine quand on était fauché et qu'on mangeait des nouilles instantanées. Mais maintenant, elle se faisait belle pour des jobs de ménage et des services de bar. Je voulais la croire. Dieu sait que j'essayais. Je ne voulais pas être ce mec, le mari soupçonneux qui interroge sa femme chaque fois qu'elle sort. Mais mon instinct me rongeait.
Quelque chose n'allait pas. Mais que pouvais-je faire? J'étais coincé dans un fauteuil. Je ne pouvais pas conduire. Je ne pouvais pas la suivre. Je ne pouvais même pas descendre les marches de l'entrée sans aide. L'idée de jouer les détectives était risible. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester dans cet appartement vide, à écouter le bourdonnement du frigo et le tic-tac de la vieille horloge murale, en attendant son retour. Et chaque nuit, j'attendais. Et chaque nuit, je me posais des questions. Où allait-elle vraiment? Quel genre de boulot faisait-elle pour la changer autant? Pourquoi ne me regardait-elle plus comme si j'avais de l'importance? Je n'avais pas encore les réponses. Juste des questions qui s'accumulaient. Et un pressentiment que la Camille que je connaissais autrefois avait disparu. Camille m'a annoncé un matin qu'elle devait partir quelques jours en déplacement. Voyage d'affaires, a-t-elle dit nonchalamment, comme si c'était une routine. Ça m'a pris de court, parce que je ne savais même plus quel boulot elle était censée avoir à ce moment-là. La dernière fois, elle aidait à organiser des événements. Où étaient ceux du service en bar? Ou du catering? Les histoires se mélangeaient. Pourtant, je n'ai pas discuté. Elle a préparé un sac de voyage, m'a fait un bon chili, meilleur que ce qu'elle cuisinait d'habitude et a mis des sandwichs au frigo. Pour que tu ne meurs pas de faim, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Avant de partir, elle s'est penchée, m'a embrassé sur le front comme si j'étais un enfant, et a dit « Sois sage ». Puis elle est partie. L'appartement semblait encore plus silencieux sans elle. Je suis resté un moment dans mon fauteuil près de la fenêtre, à regarder les arbres de l'autre côté de la rue pliés sous le vent. Ce soir-là, je m'ennuyais à mourir, alors j'ai allumé le vieil ordinateur. Je ne l'avais pas utilisé depuis des semaines, c'était plus son truc maintenant. Je pensais regarder des vieux polars pour passer le temps. Après quelques épisodes, j'ai fait une pause pour dîner et j'ai éteint l'ordinateur. En revenant, j'ai voulu retrouver la vidéo et j'ai consulté l'historique du navigateur. J'ai trouvé un lien intrigant tout en bas de la page. Rencontre facile. FR, j'ai cligné des yeux, perplexe. On aurait dit un site de rencontre, peut-être un de ceux où les gens cherchent, disons, une compagnie très légère. La curiosité l'a emporté. J'ai cliqué sur le lien. Le site s'est chargé rapidement, et là, dans la boîte de connexion, son email était pré-rempli. J'ai appuyé sur Entrée. Pas de mot de passe requis. Elle avait dû cocher l'option « Rester connecté ». Et c'est là que mon estomac s'est noué. Son profil est apparu immédiatement. Pseudo, Feu de Laval 33445. Il y avait une photo floue, de mauvaise qualité, prise dans un miroir. Elle ne montrait pas son visage, mais son corps était reconnaissable. Même silhouette. Il y avait une courte bio en dessous. Quelque chose de vague comme « à la recherche de personnes généreuses et ouvertes d'esprit ». Restons simples et amusants. Je suis resté là, à fixer l'écran. Pendant un long moment, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Mes mains planaient au-dessus du clavier, comme si j'avais oublié ce que je faisais. Je me suis dit que c'était peut-être une blague. Peut-être que quelqu'un utilisait sa photo pour un canular. Mais je savais que non. La pièce derrière elle sur la photo, c'était notre salle de bain. Le vieux rideau de douche, les raflures dans le coin du miroir. Elle n'avait même pas essayé de le cacher. J'ai exploré le profil. Il y avait des messages. Beaucoup. Certains non lus. D'autres ouverts. Des hommes demandant si elle était disponible ce soir, disant qu'ils avaient de l'argent, qu'ils étaient de passage. Elle ne répondait pas à tous, mais à assez. C'était comme si mon estomac s'était transformé en glace. Une sensation de froid remontait le long de ma colonne vertébrale et s'installait entre mes omoplates. Mon visage était brûlant, cependant. Comme si j'avais honte dans ma propre maison, sans personne pour me voir. Je ne savais même pas quoi penser. Je n'étais pas encore en colère. Pas vraiment. Juste abasourdi. Engourdi. Elle avait menti sur le boulot. Menti sur l'argent. Menti chaque nuit quand elle disait qu'elle travaillait tard ou qu'elle faisait des extras ou aidait une amie. Tout prenait sens maintenant. La façon dont elle évitait mon regard quand je posais des questions simples. Comment elle se faisait belle pour aller nettoyer un lieu ou servir des verres à des inconnus. Et le pire? Je l'avais cru. Je voulais la croire. Je me répétais sans cesse qu'elle faisait juste ce qu'elle devait pour nous.
Que peut-être les choses s'amélioraient. En fait, elle était juste devenue meilleure pour le cacher. Je me suis adossé dans le fauteuil et j'ai fixé le mur. Mes jambes semblaient plus lourdes que jamais. Je ne pouvais pas aller la confronter. Je ne pouvais pas sortir et faire les 100 pas comme une personne normale face à une vie qui s'effondre. Je regardais autour de l'appartement. Même mur fissuré. Même lumière de cuisine qui clignotait. Même chaise vide en face de la mienne où elle s'asseyait avant. Tout semblait soudain différent. Comme si ça appartenait à quelqu'un d'autre. Je suis resté là, à écouter le tic-tac de l'horloge et le bourdonnement du frigo, en essayant de comprendre quand tout avait commencé à pourrir. Parce que c'était clair maintenant, ce n'était pas un boulot. C'était un choix. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté dans mon fauteuil, à fixer l'ordinateur comme si ça allait changer si je regardais assez longtemps. Mais non. Sa photo était toujours là. Ses messages. Le petit point vert indiquant qu'elle était en ligne maintenant. J'ai fixé ce point pendant des heures. Au matin, je savais que j'avais besoin d'aide. Pas juste pour me défouler, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait agir. Alors j'ai appelé Julien. Julien et moi, on se connaît depuis longtemps. On travaillait à la même usine jusqu'à ce qu'il passe à la maintenance. Mais sa femme, Sophie, était amie avec Camille, ce qui compliquait les choses. Je ne voulais pas que Sophie soit au courant de ce que je faisais, pas encore. Il fallait que ça reste discret jusqu'à ce que j'aie quelque chose de concret. Julien a compris tout de suite. Il n'a pas posé de questions inutiles ni essayé d'adoucir le coup. Il a juste dit « Ok, mec. J'ai un gars qui peut peut-être t'aider. » Entre Nicolas. Nicolas n'était pas vraiment un détective privé ou quoi que ce soit d'officiel, mais il avait déjà aidé Julien avec une arnaque à la location. Nicolas était de ces types qui savent naviguer dans les zones grises. Grand, soigné, bien habillé. Il parlait d'une voix calme, rien d'ostentatoire, mais il dégageait une énergie qui donnait envie de parler. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que j'avais trouvé le profil de Camille sur un site de rencontre. Que j'avais besoin d'être sûr, de le voir de mes propres yeux. Pas de suppositions. Pas de soupçons. Des preuves. Nicolas n'a pas scié. Envoie-moi son pseudo, a-t-il dit. Je m'en occupe. Il a créé un faux profil, un de ses comptes bidons avec un nom générique et une photo tirée d'un site d'images libres. Il lui a envoyé un message. Elle a répondu en 7 minutes. Ils ont discuté un peu. Elle flirtait légèrement au début, puis devenait plus directe. Elle demandait s'il était généreux, ce qu'il cherchait, et s'il pouvait être discret. Il lui a dit qu'il était de passage et avait une chambre d'hôtel près de l'autoroute. Elle a dit qu'elle pouvait être là ce soir-là. C'était comme regarder un mauvais film dont je ne voulais pas croire la réalité. Nicolas me tenait au courant en temps réel. Il m'envoyait des captures d'écran. Elle lui a même envoyé une autre photo au pas de son visage, mais assez pour confirmer ce que je savais déjà. On a fait un plan. Nicolas la rencontrerait à l'hôtel, dans une chambre réservée sous un nom qu'elle ne connaissait pas. Il portait une petite caméra cachée clipsée dans le col de sa veste. Julien a aidé à la configurer avec un vieux système de caméra embarqué qu'il avait. On l'a testé plus tôt dans la journée. Le son était clair. La vidéo correcte même en faible lumière. J'étais chez moi tout ce temps, à regarder l'horloge comme si j'attendais une bombe. Camille m'a envoyé un texto vers 18h40, je bosse tard. Ne m'attends pas, Nicolas est arrivé à l'hôtel un peu avant 20h. Il a dit qu'elle a frappé à la porte pile à l'heure. Elle était soignée, confiante, comme si elle avait fait ça 100 fois. Pas nerveuse. Pas gênée. Juste professionnelle. Elle est entrée, a ri un peu, s'est assise sur le lit comme si de rien n'était. Elle a dit qu'elle n'avait pas beaucoup de temps, mais assez. Nicolas restait détendu. Il lui posait des questions sur elle, d'où elle venait, ce qu'elle aimait faire. C'est là qu'elle a commencé à parler. « Oh, je fais juste ça pour joindre les deux bouts », a-t-elle dit en riant. Mon mari est gentil, mais, eh bien, ce n'est plus vraiment un homme, tu vois? Il a eu un accident, il ne peut plus marcher. Je fais ce que je dois faire. Nicolas l'a laissé parler. Elle plaisantait, disant qu'elle méritait un peu de plaisir. Elle a mentionné qu'elle était contente de rencontrer quelqu'un de normal pour une fois. Elle a ri encore. Il a dit qu'elle s'est rapprochée, a touché son bras,
et a eu un petit sourire en disant « Il est pratiquement un meuble maintenant ». Ça m'a fait mal. Nicolas a continué quelques minutes, puis a joué la comédie. Il s'est tenu le ventre, a dit qu'il ne se sentait pas bien, probablement une intoxication alimentaire. Elle semblait agacée mais n'a pas discuté. Elle a pris son sac, a dit peut-être une autre fois, et est partie. Il a tout filmé. Vidéo. Audio. Clair comme de l'eau de roche. De retour à la maison, Julien est passé et a aidé à transférer la vidéo sur mon ordinateur. On est resté là, en silence, pendant que la vidéo jouait. La voilà. Assise sur ce lit d'hôtel, à rire. À parler de moi comme si j'étais juste un fardeau qu'elle portait. À faire des blagues comme si elle n'avait pas promis devant un prêtre de rester à mes côtés quoi qu'il arrive. Le pire, ce n'était pas la trahison. C'était à quel point ça semblait facile pour elle. Comme si j'étais déjà un fantôme. Comme si je n'avais plus d'importance. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis resté là, les mains jointes sur mes genoux, à fixer l'écran. La seule chose que je ressentais était un changement comme si quelque chose en moi s'était détaché, enfin libéré. Ce n'était plus un soupçon. C'était une preuve. Camille est rentrée 2 jours plus tard, juste avant midi. J'ai entendu la clé dans la serrure et le grincement lent de la porte qui s'ouvrait. Elle est entrée comme si c'était un jour comme les autres. Même routine. Elle a posé son sac sur la table de la cuisine, s'est étirée comme après un long trajet, et a retiré ses chaussures. Elle sentait le gin et le savon d'hôtel, un de ces savons floraux forts qu'on trouve dans les endroits bon marché qui veulent paraître chic. Ses cheveux étaient humides, et elle avait l'air d'avoir passé 3 jours sans trop se soucier d'elle. Mais elle arrivait encore à agir comme si tout allait bien. J'étais dans mon fauteuil, face à la porte, à attendre. Elle ne m'a même pas regardé au début. « Salut », a-t-elle dit platement. Y a mangé dans le sac. Elle a pointé un sac de plats à emporter sur le comptoir. J'ai pensé que t'aurais faim. Je n'ai pas bougé. Elle a enfin remarqué l'expression sur mon visage. Quoi, a-t-elle dit, haussant un sourcil comme si c'était moi qui agissais bizarrement. Je sais, ai-je dit. Elle s'est arrêtée. Tu sais quoi? Je sais où tu étais. Je sais ce que tu faisais. Ça a capté son attention. Ses épaules se sont redressées, mais elle n'avait pas l'air surprise. Juste, agacée. Comme si je la dérangeais avec cette conversation. J'ai vu ton profil, ai-je dit. Rencontre facile. FR. J'ai vu les messages. J'ai vu tout. Elle n'a même pas branché. Je me suis avancé vers la table où l'ordinateur était déjà ouvert. J'ai lancé la vidéo. Le clip était court. Moins d'1 minute. Assez pour capter sa voix, son rire, la façon dont elle s'est rapprochée et a dit « Mon mari est gentil, mais, eh bien, ce n'est plus vraiment un homme, tu vois. » Elle est restée immobile, les bras croisés. Quand le clip s'est terminé, je l'ai regardé. J'attendais quelque chose. Un déni. Des excuses. Peut-être juste un peu de honte. Au lieu de ça, elle a haussé les épaules. Et puis elle l'a dit, eh bien, qu'est-ce que j'étais censé faire? On était fauchés. Tu ne pouvais même pas marcher. Ça m'a coupé le souffle plus fort que la chute à l'usine. Je l'ai fixé, sans voix. Pas parce que je n'avais pas de mots mais parce qu'aucun ne semblait assez grand pour exprimer ce que je ressentais. La douleur ne suffisait pas. La colère non plus. C'était une trahison, pure et simple, livrée avec le même ton qu'on utilise pour se plaindre du mauvais temps. J'ai tout donné, ai-je enfin dit. Et c'est ce que tu penses que je mérite? Elle a ricané, fort et sec. J'en avais marre de jouer les infirmières, a-t-elle rétorqué. Tu crois que je voulais être coincé dans cet appartement avec un mari handicapé et une pile de factures? J'ai sorti une enveloppe de sous le coussin à côté de moi. Épaisse, pleine de papier. Je les avais remplis la veille, ma signature tremblante mais claire. Je divorce, ai-je dit, en lui lançant l'enveloppe. Elle lui a heurté la poitrine et a glissé par terre. Elle ne s'est même pas baissée pour la ramasser. Tant mieux, a-t-elle dit, reprenant son sac. Enfin, bon sang. Je me suis avancé vers la table, j'ai attrapé l'ordinateur, et avant de pouvoir me raviser, je l'ai soulevé et l'ai écrasé contre le mur. Des morceaux de plastique et de fil ont volé partout.
Elle a levé les yeux au ciel. T'es tellement dramatique, a-t-elle marmonné, enjambant le désordre. Et comme ça, elle est sortie. Pas de larmes. Pas de dispute. Pas un regard en arrière. Elle n'a même pas fermé la porte derrière elle. Le silence qui a suivi était plus lourd que tout ce que j'avais ressenti. Ce n'était pas juste l'absence de ses pas. C'était l'écho creux des années que j'avais passées à essayer de construire quelque chose avec quelqu'un qui, clairement, ne s'en souciait pas de la même manière. Je suis resté là longtemps, à fixer les restes brisés de l'ordinateur. Cet objet était le dernier vestige de normalité que j'avais, et maintenant il était en morceaux, comme tout le reste. Mais la vérité, c'est que, tout était déjà cassé depuis longtemps. C'était la dernière fois que je l'ai vue pour un moment. Et à cet instant, je me fichais de savoir où elle allait. Parce qu'enfin, elle était partie. Le divorce s'est réglé plus vite que je ne l'avais pensé. Pas de cris, pas de drame au tribunal. Juste des papiers, des signatures et un tampon du juge. On n'avait pas d'enfant, et on n'avait plus rien à se disputer à ce moment-là. L'appartement était à moi avant le mariage, et presque tout ce qu'on possédait avait été vendu ou cassé. La seule chose à partager était le silence. Elle n'a rien contesté. Elle a juste noté une adresse de réexpédition dans un logement de l'autre côté de la ville et a disparu. Je ne l'ai pas poursuivie. Je ne l'ai pas appelée. Je ne l'ai même pas cherchée. Elle avait fait son choix. J'étais occupé à survivre au mien. Avec son départ, je pouvais enfin me concentrer sur ma reconstruction. La première étape était la rééducation. C'était lent, mais j'étais là tous les jours. Certains jours, je détestais ça. Certains jours, la douleur était si forte que je pensais abandonner. Mais je ne l'ai pas fait. J'avais été mis à terre avant, je n'allais pas rester là. C'est là que j'ai rencontré Moussa. C'était un grand gars, ancien militaire, amoché dans un accident de voiture. Hanche écrasée, côte cassée, une épaule qui ne bougeait plus bien. Mais il gardait le sourire, plaisantant avec les infirmières et poussant chaque répétition comme si c'était la dernière. On a commencé à discuter pendant nos séances, et un jour, entre deux séries, il m'a demandé ce que je faisais avant. Usine, ai-je dit. Moulage plastique. Longue journée, machine bruyante. Il a hoché la tête. Pareil avant l'armée, a-t-il dit. T'as déjà pensé à vendre des trucs en ligne? Je l'ai regardé de travers. Comme quoi? N'importe quoi, a-t-il répondu. Électronique, outils, pièces. Les gens achètent tout sur Internet maintenant. J'ai commencé à revendre des vieux téléphones sur eBay. J'ai fait quelques milliers d'euros en un mois. J'étais sceptique. Mais j'avais du temps. Et rien à perdre. Alors Moussa m'a aidé à créer un compte. On a commencé petit à acheter des routeurs cassés, les réparer, et les revendre avec profit. Je m'asseyais à la table de la cuisine, outils étalés devant moi, à regarder des vidéos pour comprendre comment ça marchait. Au début, c'était maladroit. J'ai cassé plus de boîtiers que je n'en ai réparé. Mais je me suis amélioré. Rapidement. J'ai commencé à apprendre les rouages du commerce, comment fixer les prix, expédier, parler aux clients. Je suivais les tendances, repérais ce qui se vendait vite. Quand les routeurs ont ralenti, je suis passé aux accessoires de téléphone. Puis aux montres connectées. Aux enceintes Bluetooth. Tout ce qui était en demande, je trouvais un moyen de l'obtenir. Moussa et moi avons fait équipe. Il s'occupait de l'approvisionnement, je gérais les annonces et le service client. On réinvestissait chaque centime dans de meilleurs stocks. Finalement, on a embauché 2 personnes pour aider avec l'emballage et les retours. Les affaires ont décollé. On s'est lancé dans le dropshipping des produits qu'on ne touchait même pas. Les commandes arrivaient, les fournisseurs les expédiaient, et on gardait la marge. Puis on a lancé une marque privée. Des chaises de gaming avec mon logo brodé sur l'appui-tête. Des bureaux réglables. Du matériel pour maison intelligente. Mon salon s'est transformé en entrepôt. Puis on a pris un vrai entrepôt. L'argent a commencé à rentrer. Pas en tas, pas d'un coup mais régulièrement. Mon fauteuil roulant prenait la poussière dans un coin. Je marchais à nouveau. D'abord avec une canne. Puis des attelles. Et finalement, juste sur mes 2 jambes, lentement mais solidement. J'ai déménagé de l'appartement et acheté une maison aux 3 chambres, 2 salles de bain,
avec un petit jardin derrière et un balcon à l'avant où je pouvais enfin savourer un café sans entendre la circulation où les voisins se disputaient à travers les murs. J'ai aussi acheté une Peugeot 508, rouge cerise, le genre de voiture dont je rêvais adolescent. J'ai engagé un coach personnel. Je me suis remis en forme. J'ai acheté de meilleurs vêtements. Je mangeais mieux. La vie commençait à ressembler à un film. Mais ce n'était pas pour frimer. C'était pour me prouver que je n'étais pas fini. 4 ans après le départ de Camille, je ne me reconnaissais presque plus dans le miroir. L'homme brisé en fauteuil roulant qui vivait de nouilles instantanées et de silence avait disparu. À sa place, il y avait quelqu'un qui avait construit quelque chose à partir de rien. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais fier. Pas juste parce que j'avais de l'argent ou des possessions, mais parce que je l'avais fait moi-même. Sans aide. Sans raccourci. Sans personne pour me tirer vers le bas. Je ne me contentais pas de marcher à nouveau. Je m'élevais. C'était mi-juillet, un de ces jours où la chaleur pèse comme si elle voulait vous étouffer. Je venais de finir une séance intense à la salle de sport. Ma chemise collait à mon dos, la sueur coulait dans mes yeux alors que j'entrais dans le vestiaire pour prendre ma serviette. Toujours au même endroit. Routine familière. Mais cette fois, quelque chose clochait. J'ai tourné au coin et elle était là. Camille. Elle se tenait près du miroir, buvant dans une gourde. Débardeur bleu pâle, leggings noirs, cheveux à taches comme à la maison avant. Sa posture a changé dès qu'elle m'a vu. Elle s'est figée. J'ai vu ses yeux s'écarquiller et son visage pâlir, comme si elle avait vu un fantôme. Ses lèvres se sont entr'ouvertes légèrement. Mon Dieu, tu as l'air, waouh. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris ma serviette et essuyé la sueur sur mon visage, lentement, calmement. Elle me regardait comme si elle ne reconnaissait pas l'homme devant elle. Je ne lui en voulais pas. Cet homme qu'elle avait abandonné n'existait plus. Je veux juste dire que je suis désolé, a-t-elle dit, faisant un pas prudent vers moi. J'ai fait ce que je pensais devoir faire. À l'époque, on coulait. Je ne voyais pas d'autre solution. Elle semblait différente. Plus maigre, plus fatiguée. Comme si les années n'avaient pas été clémentes avec elle. Mais ces mêmes yeux, ils n'avaient pas changé. Toujours à essayer de contourner la vérité. Je t'aimais. Je t'aime encore. Je pense à toi plus que je ne devrais. Te voir ici, comme ça, c'est incroyable. Comment es-tu devenu comme ça? J'ai enfin parlé. Le travail. Elle a cligné des yeux, perplexe. Le travail, ai-je répété. La même chose que je faisais avant que tu partes. Sauf que cette fois, je l'ai fait pour moi. Je suis passé devant elle sans rien ajouter. Elle n'a pas suivi, pas tout de suite. Mais je sentais son regard me suivre jusqu'à la sortie. Dehors, la chaleur m'a frappé au visage en plein soleil. Je me suis dirigé vers le parking, j'ai jeté mon sac de sport dans le coffre et je me suis glissé dans ma Peugeot, le genre de voiture dont je rêvais quand on vendait nos meubles. J'ai démarré le moteur et je suis parti. Elle m'a suivi. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Mais quelques minutes après, j'ai vu sa vieille berline à 2 voitures derrière dans le rétroviseur. J'aurais pu la semer facilement. Un mauvais virage, et elle n'aurait eu aucune idée de là où je vis maintenant. Mais je l'ai laissé me suivre. Je l'ai laissé voir. Elle s'est garée juste après moi, maladroitement derrière mon allée. Ses yeux étaient écarquillés en découvrant la maison aux 2 étages, briques, bordure blanche, jardin soigné. Un endroit dont on pouvait être fier. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je suis resté sur les marches de l'entrée, les bras croisés. Elle est sortie de la voiture lentement. Elle a remonté l'allée comme si elle approchait une falaise. Je n'arrive pas à y croire, a-t-elle dit doucement. C'est chez toi. Ouais. Elle a regardé autour d'elle encore. C'est magnifique. Je veux dire, je ne comprends pas. Comment c'est arrivé? Comme je l'ai dit, ai-je répondu, le travail. Elle a marqué une pause. On peut parler? S'il te plaît? J'ai haussé les épaules. Tu parles. J'ai fait des erreurs. Je sais. Mais j'avais peur. J'étais fatigué. J'étais jeune, bête et égoïste. Je ne pensais pas que tu t'en sortirais. Je ne pensais pas que je pouvais, moi non plus.
Elle m'a regardé, suppliante. Je ne demande pas à remonter le temps. Je demande juste une seconde chance. J'ai fait un pas vers elle, je l'ai regardée droit dans les yeux, et j'ai dit clairement, je ne donne pas de seconde chance. Tu es devenu superflu maintenant. Sa mâchoire s'est légèrement affaissée. Elle a reculé comme si les mots l'avaient poussée. Tu ne penses pas ce que tu dis, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Elle a essuyé une larme avec le dos de sa main, puis sa voix s'est brisée. J'ai attrapé quelque chose. De cette période de ma vie. Quelque chose dont je ne peux pas me débarrasser. Je ne veux pas être seul. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas adouci. Alors peut-être que tu aurais dû y penser quand j'étais dans cet appartement, à moitié homme dans un fauteuil, pendant que tu vendais des morceaux de toi pour de l'argent. Elle n'a pas répondu. Elle est restée là. La lumière du porche s'est allumée alors que le soleil descendait. J'ai tourné la poignée, ouvert la porte d'entrée, et marqué une pause. Si tu crois que j'ai attendu que tu reviennes, tu te trompes. Je n'ai pas juste survécu à toi, Camille. Je t'ai dépassé. Et sur ce, je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Pas de claquement dramatique. Pas de mots d'adieu. Juste le silence. Et cette fois, il m'appartenait. Partagez votre opinion dans les commentaires, seriez-vous prêt à pardonner à votre femme de vous avoir trompé pour le bien-être de toute la famille? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».